Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Et à la une de l'actualité, la crise syrienne. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, pas moins de 500 personnes auraient été tuées dans le pays depuis que l'armée syrienne a lancé une offensive d'envergure dans le nord de la province d'Alep. On dit aussi que 89 civils figureraient parmi ceux qui ont été tués depuis le début du mois. L'armée syrienne a aussi capturé des villes clés de la province, auparavant aux mains des rebelles, soutenus par la Turquie. Un jour plus tôt, un officiel du gouvernement syrien a déclaré que le but de l'armée était de libérer les zones détenues par les terroristes depuis 3 ans et de contrôler la frontière avec la Turquie. Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a déclaré que les forces du gouvernement syrien menaient une politique délibérée de nettoyage ethnique aux abords d'Alep. Il a en outre indiqué qu'accepter des quantités de réfugiés participait au soutien de cette politique, mais il a souligné que la Turquie continuerait d'accepter des réfugiés. Les Nations Unies et l'Union européenne ont exhorté la Turquie d'ouvrir ses frontières. Davutoglu a déclaré qu'il était hypocrite de la part de ceux qui demeurent silencieux sur les bombardements russes en Syrie de dire à la Turquie de maintenir ses frontières ouvertes. La frontière turque d'Okupınar demeure désormais fermée, sauf pour les personnes sérieusement blessées et les véhicules d'assistance. Et la Russie, quant à elle, a rejeté les accusations de la part des États-Unis qui prétendent que les bombardements russes ont forcé des réfugiés à quitter la Syrie. Les opérations par les forces aériennes russes ont débuté en Syrie à la demande de la présidence syrienne à l'automne 2015. Des dizaines de milliers de réfugiés sont arrivés en Europe un an plus tôt et ont continué à arriver durant l'année. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a attaqué les critiques et a qualifié ce blâme de désinformation absolue du plus bas niveau. Elle a ajouté que les bombardements en Syrie poussaient les réfugiés vers l'Europe, disant que c'est l'Occident qui alimentait le problème. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et son homologue américain John Kerry doivent présider une rencontre de 17 pays à Munich jeudi. Ils tenteront alors de relancer les pourparlers de Genève. Mais les frustrations des Américains au sujet des opérations militaires russes en soutien au gouvernement de Bachar al-Assad continuent de grandir alors que les craintes sur la possibilité que l'opposition refuse de participer aux pourparlers de paix parrainés par l'ONU augmentent. Tout cela dans un contexte où les villes qu'elle contrôle sont assiégées. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu'il prévoyait l'approbation par les ministres de la Défense des pays membres du renforcement de la présence de l'organisation en Europe de l'Est. Il s'exprimait mercredi lors de la réunion des ministres de Défense de l'OTAN à Bruxelles. Je m'attends à ce que les ministres de la Défense acceptent d'accroître notre présence avancée dans la partie Est de notre alliance. Cela enverra un signal clair. L'OTAN répondra unie à toute agression contre l'un de ses membres. Nous avons déjà renforcé significativement notre présence et le niveau de préparation de nos forces. Nous avons également engagé des actifs dont nous avons besoin pour la surveillance de l'air, les patrouilles maritimes et des manœuvres militaires. Le ministre russe des Affaires étrangères a lui qualifié les plans de l'OTAN de facteurs de déstabilisation destinés à contenir la Russie et de plus grand renforcement de l'OTAN en Europe de l'Est depuis la guerre froide. Mais pour l'alliance militaire occidentale, il s'agit de renforcer les défenses sur son flanc Est sans pour autant provoquer le Kremlin avec de larges forces permanentes. Et autre sujet d'actualité, le Japon a déclaré qu'il allait imposer des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée en réponse au récent lancement d'une fusée par Pyongyang. Parmi les sanctions figure l'interdiction imposée aux Nord-Coréens de se rendre au Japon et la mise en place d'un plafond pour le transfert d'argent vers la RPDC. Nous avons pris ces mesures car nous estimons qu'elles sont les seules capables de produire des effets positifs sur la RPDC. Nous espérons que l'action décisive du Japon ouvrira la voie à l'adoption rapide d'une résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'interdiction d'entrer sur le territoire japonais concernait également la communauté des Japonais d'origine coréenne dont les membres les plus âgés entretiennent toujours des liens avec Pyongyang. Les mesures prises restaurent ainsi les interdictions qui avaient été prises avant la levée partielle des sanctions par le gouvernement japonais en 2014.
L'agence américaine de renseignement a annoncé que la RPDC pourrait commencer à récupérer le plutonium d'un réacteur nucléaire d'ici quelques semaines. L'agence américaine pense que depuis 2013, la RPDC a élargi son installation d'enrichissement de Yongbyon. Cela donne à Pyongyang la possibilité de recueillir les éléments radioactifs issus de combustibles nucléaires irradiés. Un responsable américain a confirmé la mise en orbite stable du satellite lancé par la RPDC, même si le satellite n'aurait pas encore transmis des données vers la Terre. La Corée du Sud a publié des images qui apparaissent être celles de débris de fusée. Séoul a déclaré que des débris sont tombés dans des zones indiquées par la RPDC aux agences onusiennes. Et en marge, ce sont environ 100 secouristes qui ont commencé à retirer des rails les débris du train après l'accident survenu au sud-ouest de l'Allemagne. La collision frontale de 2 trains a provoqué la mort de 10 personnes et en a blessé des dizaines d'autres. Une immense grue a été amenée pour permettre de nettoyer les rails. Le nettoyage pourrait prendre 2 jours. Les autorités tentent de déterminer pourquoi plusieurs mesures de sécurité ont échoué et pourquoi 2 trains ont été autorisés à circuler sur une même et une seule voie. Les médias allemands ont rapporté un peu plus tôt qu'il y avait eu une erreur humaine, mais les enquêteurs ont répondu qu'il était encore trop tôt pour tirer des conclusions. Ces derniers s'intéressent également à de possibles dysfonctionnements techniques. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition. Mercredi a marqué le 3e jour de la nouvelle année lunaire et les pays à travers l'Asie l'ont célébré de différentes manières. Aux Émirats arabes unis, le caractère chinois signifiant singe a illuminé l'un des monuments iconiques de Dubaï, l'hôtel Burj Al Arab. Des spectateurs traditionnels tels que la danse du lion, une exposition de calligraphie chinoise et un concert de musique joué sur des instruments traditionnels ont apporté au festival une humeur festive. Au Chinatown de Singapour, des plats de cuisine chinoise ont attiré de nombreux locaux. On pouvait trouver des gâteaux de riz, des sucreries ou des fruits secs, symbolisant l'espoir que le nouvel an sera tout aussi doux. À Hong Kong, un magnifique spectacle de feux d'artifice a eu lieu à Victoria Harbour. Il a duré 23 minutes. De la dinde de Noël, des raviolis lors du dîner de famille, chaque fête a ses mets traditionnels. Le Tet, le nouvel an lunaire vietnamien, ne déroge pas à la tradition. Partons ensemble à la découverte des mets délicieux servis pour accueillir la nouvelle année lunaire au Vietnam. Le Ban Trung est l'un des plats indispensables servis au moment du Nouvel An vietnamien. Il fait partie intégrante de la tradition du pays depuis près de 3000 ans déjà. La légende raconte qu'un prince aurait inventé ce plat pour impressionner son père, afin d'hériter du trône. Mais au lieu d'avoir eu recours à de rares et coûteux ingrédients, il aurait choisi de confectionner un plat à la manière populaire. La farce est constituée de riz gluant, d'haricots et de porc, les 3 ingrédients traditionnels à la portée de tous les paysans vietnamiens. Madame Tang est considérée comme une sorte d'expert en la matière. Elle fabrique et vend des ban chung tout au long de l'année. Mais c'est bien à l'occasion du Tet qu'elle est la plus occupée, avec une production quotidienne dépassant largement les 100 unités. Enrouler les galettes de riz est devenu depuis bien longtemps une chose courante pour beaucoup de Vietnamiens. Mais à l'occasion du Nouvel An, où ils peuvent enfin rentrer chez eux, chacun veut apporter sa petite contribution. Il est très important de conserver ces traditions, notamment quand vos enfants ont quitté leur pays natal pour aller s'installer dans les grandes villes du pays. C'est l'occasion unique où la famille peut se réunir et célébrer pendant 3 jours le Nouvel An. Le Ban Trung joue également un autre rôle important. Placé sur l'autel de famille, il s'agit de la première offrande faite aux ancêtres à l'occasion du Nouvel An vietnamien. Il est en soi tout un symbole familial et un cadeau faisant le lien entre le passé et le présent. Notre second plat traditionnel est un peu plus exclusif. Vu Dai est un village situé à plusieurs heures de route d'Hanoï. La carpe noire qui est élevée ici est le principal ingrédient d'un plat traditionnel qui est devenu synonyme de la fête du Tet, le fameux poisson cuit dans un pot d'argile. Je n'arrive même pas à me souvenir depuis combien de temps nous le cuisinons. Cela remonte à nos ancêtres qui faisaient cuire du poisson dans des boîtes d'argile depuis des centaines d'années. Le poisson est éviscéré, nettoyé et découpé en filets, mais ses écailles sont conservées. Ensuite, le tout est soigneusement placé dans un pot d'argile, accompagné de gingembre
d'autres herbes et des épices afin de relever le goût. Mais personne ne connaît la raison ayant fait de ce plat un mets traditionnel du Nouvel An vietnamien. Mais les familles cuisineront plusieurs centaines de pots chaque jour pendant la durée des célébrations. Voilà sur quoi repose notre petite affaire. Nous en cuisinons toute l'année, mais c'est bien l'occasion des célébrations du Tết que nous sommes le plus occupés. La préparation se fait encore à une échelle relativement restreinte. Et bien que plusieurs éléments du processus de fabrication aient été mécanisés depuis, la famille continue de réaliser la plupart des étapes à la main et d'avoir un œil sur les différents pots restant sur le feu pendant près de 12 heures. Nous sommes très connus sur le marché. Nous devons donc porter une attention particulière à la qualité plutôt qu'à la quantité. La famille se tient prête pour répondre à la forte demande pendant les célébrations du Tết. Elle a déjà reçu des commandes de toutes les régions du Vietnam et même depuis la France. Mais malgré leur succès, la tentation de se développer n'est pas à l'ordre du jour. Et cela restera encore une affaire de famille. Et à Sydney, les activités battent également leur plein pour le plus grand festival de la fête du printemps en dehors de Chine. Les commerçants et entreprises ont recours à des approches créatives pour profiter de l'augmentation du nombre de visiteurs chinois. Après presque 40 ans dans le métier, Leslie Chan sait comment vendre. Notre riz au poulet est considéré comme le meilleur de Sydney. Il connaît également l'impact que le Nouvel An chinois à Sydney aura sur son restaurant de Chinatown. Il ne fait aucun doute que de nombreux touristes vont venir. L'Australie est devenue une destination de voyage très populaire parmi les Chinois, rendue encore plus attirante par la baisse récente du dollar australien. L'année dernière, jusqu'au mois de novembre, elle a attiré plus d'1 million de touristes chinois qui ont apporté près de 8 milliards de dollars à l'économie du pays. Cela s'est avéré une étape importante pour nous car cela a représenté une croissance significative au cours des 3 ou 4 dernières années. Mais à l'échelle mondiale, la concurrence pour le secteur du tourisme chinois augmente également. Cela pourrait aider à expliquer pourquoi Tourism Australia a décidé d'utiliser un passe-temps populaire et de l'agrandir à l'extrême. Au départ utilisé pour attirer les touristes japonais à la fin de l'année dernière, le Giga Selfie sera lancé à Sydney à la fin du mois prochain. Dans des lieux spécialement indiqués, il permettra aux utilisateurs de prendre des selfies démesurés à travers un service passant par les smartphones, avec une vue de l'ensemble du paysage. Ce que nous souhaitons faire avec ce service, c'est de donner aux gens l'opportunité de prendre des photos de vacances mémorables pendant leur séjour à Sydney. Et bien entendu, partager ce cliché avec des amis et la famille de retour au pays. Certaines entreprises comptent sur la popularité des hauts lieux touristiques pour tenter d'attirer davantage les visiteurs chinois. La compagnie Bridge Climb a ainsi mis en place un service de karaoké au sommet du Harbour Bridge de Sydney. Il y a eu un bon retour de la part du marché chinois l'année dernière. Nous avons vu nos ventes progresser de plus de 64% par rapport à l'année précédente. La fête du printemps, c'est l'opportunité en or de l'année. Des bénéfices potentiels qui en font rêver plus d'un ici à Sydney. Et nous terminons avec la coopération sino-africaine. L'eau est un produit de première nécessité pour l'ensemble des habitants de cette planète, mais pour beaucoup de gens en Afrique, cette ressource vitale se fait rare. Et cela sans même considérer le problème de la fiabilité de l'eau. Sur ce continent largement touché par les crises autour de l'eau, une entreprise est en train de faire la différence en aidant les populations locales à pouvoir bénéficier d'une eau propre et fiable. Judan s'est rendu sur les lieux de 2 projets hydrauliques en Éthiopie et à Djibouti. Voici le compte-rendu de ces 2 visites. La chaleur, la fatigue et la soif sont constamment présentes. Pour Ahmed, la récompense après 2 heures de marche, c'est de l'eau. Comme tous les nomades vivant à Djibouti, Ahmed se déplace là où il est certain de trouver de l'eau. Une bonne quantité lui permet de tenir près de 2 jours, et seulement s'il prête une attention à la moindre ration. Et parfois, après de longues recherches, il n'a pas la garantie de trouver le précieux liquide. Là, il nous faut un guetteur. Là, je deviens le guetteur. Je viens ici, je regarde s'il y a de l'eau dans le puits. S'il n'y a pas de l'eau, je repars à la maison et je dis aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau. C'est pas la peine qu'on marche. Malgré ses diplômes, Ahmed passe ses journées entières à rechercher des sources d'eau propre.
Normalement, dans ma famille, je suis la seule personne qui a un niveau d'études supérieur. Et là, le problème, je ne peux pas me déplacer pour chercher un travail, alors que j'ai une tâche. J'ai une tâche quotidienne. C'est-à-dire, mon tâche quotidienne, c'est de trouver de l'eau pour ma famille. Ça, déjà, j'ai une tâche. Alors que je ne peux pas faire deux tâches en même temps. Le pays d'Ahmed, Djibouti, est une petite terre africaine faisant face à des pénuries d'eau chroniques. Une simple goutte est précieuse. 75% des ressources hydrauliques du pays proviennent du sous-sol. En raison de sa proximité avec l'océan, l'eau à Djibouti est amère et salée. Pour donner un exemple parlant, le lac saline que je me trouve actuellement représente le niveau d'eau en surface à Djibouti. Il contient près de 34% de sel, soit 10 fois plus élevé que la teneur en sel moyenne des océans à l'échelle globale. Cependant, la désalinisation n'est pas une solution abordable pour Djibouti. Mais heureusement, le destin d'Ahmed et des autres habitants de Djibouti sera bientôt changé. Voici l'un des 28 puits qui supporteront le prochain projet hydraulique. Il apportera de l'eau propre et fiable le long des rayons situant entre l'Éthiopie et Djibouti. Lou Zhengda est le chef de ce projet hydraulique qui bénéficiera à près de 82% de l'ensemble de la population de Djibouti. Nous avons commencé la construction il y a maintenant 6 mois. Ce projet hydraulique transfrontalier est le plus important du genre sur tout le continent africain. La qualité de l'eau de cette zone a été testée et elle atteint les standards fixés par l'OMS en matière d'eau potable. Le tracé total du pipeline s'étendra sur près de 360 km. Et sur 60 km, les constructeurs devront ouvrir la voie à travers des roches hostiles. Au fur et à mesure de notre périple le long de la route du tracé, l'environnement devient peu à peu toujours plus inhospitalier. Parfois, nous avons été contraints d'arrêter le tournage en raison de vents violents et de tempêtes de sable. Seyoum est un consultant éthiopien travaillant dans l'industrie depuis plus de 2 décennies. Son travail consiste à inspecter l'avancée du nouveau projet. Au cours des 6 derniers mois, l'entreprise chinoise s'est pleinement engagée dans le projet au cœur de cette région. Vous pouvez constater les conditions désertiques très rigoureuses de cette zone. Malgré toutes ces circonstances, ils tentent constamment de passer outre ces difficultés pour mener à bien le projet. En travaillant avec cette entreprise chinoise, je peux dire qu'ils réalisent un travail parfait. À quelques centaines de kilomètres d'ici, à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, Aster-Mola profite des bienfaits apportés par l'un des projets hydrauliques déjà terminés. Grâce à ce projet, nous pouvons enfin boire une eau propre et saine. Avant cela, nous ne buvions jamais de l'eau du robinet, nous achetions de l'eau en bouteille. Aujourd'hui, nous pouvons non seulement la boire, mais aussi l'utiliser pour faire la cuisine. Avec cette eau, nous pouvons nous laver et faire plein d'autres choses en toute confiance. Ce projet construit autour de puits profonds a bénéficié à près de 700 000 habitants comme Aster. Les ressources d'eau en Éthiopie sont abondantes. Le problème et la limite rencontrée résident dans l'utilisation de ces ressources. Notre entreprise est venue pour la première fois en Éthiopie il y a déjà 10 ans. Nous les avons aidés depuis à construire plusieurs usines d'approvisionnement d'eau. La station de pompage est justement utilisée pour ce type de projet d'eau en profondeur, qui à terme pourra satisfaire près de 20% des besoins quotidiens en eau propre de la capitale. La demande croissante d'eau potable a fait surgir un autre problème, celui du traitement des eaux usées. Pour le moment, les eaux usées sont directement déversées dans les rivières, ce qui représente un sérieux problème environnemental. La première usine de traitement des eaux du pays est en cours de construction. Les travaux seront terminés à la fin de l'année prochaine. Dans le pays voisin Djibouti, dans environ 20 mois, Ahmed et les quelques 750 000 autres habitants pourront également profiter des bienfaits d'une eau propre et saine. Lorsque nous lui avons demandé ce que le projet hydraulique signifiait pour lui, il a répondu qu'il était le symbole de l'espoir. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans 2h30 pour la prochaine édition. Excellente suite de programme.